Bonjour à tous, Vincent Cloutier, agronome, conseiller principal à la Banque nationale. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je voulais parler un peu vite du référencement. Tu sais, donner une note au moins 5 étoiles là, sur Apple puis sur Spotify. Puis aussi, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois pour du contenu exclusif. Et aussi, tous les podcasts habituellement, sont tous une semaine à l'avance avant d'être public pour tous. Donc, aujourd'hui, je m'entretiens avec Vincent Cloutier de la Banque nationale. Salut Vincent! Salut Christian, comment ça va? Ça va très très bien. Et toi? Ça va numéro 1, mon cher. Merci de m'accueillir. Ben, ça fait bien plaisir. Écoute, Vincent, dans le fond, c'est mon directeur de compte qui m'a dit, ça tenterait-tu d'en faire un avec Vincent? Tu sais, je pourrais lui donner ton numéro de téléphone puis pour qu'il te contacte. Puis c'est ça qu'il a fait. Tu m'as contacté. T'en as écouté que. Je sais pas, est-ce que t'as écouté quelques podcasts avant de dire oui, mettons, ou avant de m'en parler ou quoi que ce soit? Je n'avais écouté quelques-uns, j'en ai écouté une couple d'autres depuis, incluant un que tu as fait live récemment avec Louis-Philippe Roy sur le port. Puis j'ai écouté ton événement où tu célébrais tes 1 an. Fait que bravo, quelle belle initiative, Christian, c'est le fun au bout de vous écouter. Ah ben merci beaucoup. Ça fait 1 an, puis écoute, j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis plus ça va, mais plus que j'ai des écoutes, ça paraît, là, dans mes écoutes, ça commence à monter de plus en plus vite, là, puis c'est vraiment motivant de voir ça, là. Ben, bravo. Moi, des canaux de communication comme ceux-là, où on parle d'agriculture, où on démystifie ce que c'est, on n'en aura jamais trop, Christian, c'est de l'or en bon. Ben oui, puis faire connaître aussi des productions qu'on connaît un peu moins, comme je prends souvent l'exemple là, des canneberges. Tu sais. Oui, on sait c'est quoi une canneberge, mais comment ça pousse? Comment ça fonctionne dans le champ, la récolte, tout, tu sais, on voit des photos, mais avoir un producteur qui est venu nous en parler, ça, c'était vraiment apprécié. Moi, en tout cas, j'avais trippé à faire ça, là. C'est drôle que tu parles de ça. Je me suis penché sur ce secteur-là. J'y ai passé quelques jours l'an passé pour le démystifier un peu. Ben honnêtement, je le connaissais pas ou peu, tu sais. Et j'ai découvert, ma foi, un potentiel extraordinaire. On pourrait tout à fait être une espèce de zone, superbe zone de canneberge, un peu comme le sirop d'érable, tu sais, parce que le potentiel de croissance dans d'autres endroits du monde, il n'est pas si grand que ça, là, alors que du potentiel de croissance au Québec, il y en a. Il y a de la rentabilité, il y a du BAIA, il y a de l'expertise, puis on a des sols pour le faire aussi. Ma foi, quel beau secteur de production. Ben oui, puis tous les produits dérivés qu'il peut avoir avec la canneberge, puis pas rien que ça, tu sais. J'en ai fait avec du lait de brebis, de lait de chèvre, tu sais, il y a des produits qui sortent de ces productions-là qui sont absolument extraordinaires, puis c'est le fun de les faire connaître, tu sais. Moi, avant ça, même du fromage de lait de brebis, je connaissais pas ça. Fait que là, ils ont passé à mon podcast. À un moment donné, je suis allé chez un des producteurs qui en avait chez eux. Je l'ai acheté, puis je l'ai mangé. Écoute, c'est super bon, là. Mais tu sais, c'est faire connaître tous les petits produits de même, là, qu'autrement, qu'on passe peut-être à côté parce qu'on les connaît pas ou qu'on les voit pas ou on regarde pas ça à l'épicerie nécessairement, là. Et puis, il y a un potentiel de croissance pour ça au Québec. Notre consommateur, il est avide de découvertes. Puis, on sait qu'il est avide de manger de la bouffe du Québec aussi. Fait que on y offre ce qu'il veut. On sait qu'il en veut plus. Puis, écoute, on y en offre plus. On peut être vraiment fiers de ce qu'on fait dans le monde agricole, mon cher. Yes, sir. Hey, écoute, Vincent, tu vas nous parler de toi. Tu vas nous parler de des origines, de tout ton background agricole, parce que de ce que je sais légèrement de toi, moi, je te connais depuis que tu étais à Coop Fédéré.
aujourd'hui Solio, mais tu sais, on va dire coop, là, parce que c'est comme... j'ai bien de la misère à appeler un mouchoir, un Kleenex, là, c'est tout le temps un Kleenex. On sait ce qu'on parle, là, mais... Donc, je te connais. Mais avant ça, le Vincent Cloutier, moi, je ne sais pas c'est qui, pantoute. Fait que toi, tu vas nous dire d'où c'est que tu deviens, puis où c'est que tu as grandi, puis... vas-y, on t'écoute. Vincent, il est né en 1979 à Saint-Jean-Chrysostome, qui est maintenant fusionné à Lévis. Et puis, ce qui m'a emmené en agriculture, Christian, c'est mon oncle, certains le connaissent dans le monde agricole, Ghislain Cloutier, donc qui était propriétaire de la ferme Amico. Son fils, Jacques Cloutier, a pris la relève, un super entrepreneur, Jacques. Donc, ma famille sont dans les œufs de consommation à Lévis. Et puis moi, j'ai commencé à travailler sur la ferme Amico que Ghislain possédait à l'époque. Donc, j'avais 13 ans. Puis ça a été ma vie, moi, au secondaire, au cégep, à l'université. Je travaillais là. Ghislain était à la fin de son passage à la coop fédérée. Ghislain était vice-président du CA de la coop. Fait qu'il était pas souvent là. Tu le comprendras. Ça, il prenait un homme de confiance sur la ferme. J'ai eu le grand privilège de pouvoir jouer ce rôle-là pendant plusieurs années. C'est ça qui m'a emmené en agriculture. J'ai étudié en agronomie à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en économie et gestion agroalimentaire à l'Université Laval. Et puis, ça m'a amené en 2002 dans la grande famille de l'UPA. Ma première job, ça a été une job d'économiste à la Confédération de l'UPA. Je touchais à l'époque au dossier du commerce international, l'ASRA, la fiscalité municipale. Fait que ça a été, c'est le petit gars de la Rive-Sud de Québec qui s'est ramassé sur la Rive-Sud de Montréal puis qui est rentré dans le monde agricole par sa famille. Pas par mon père directement, pas par mes parents directement. Si ça avait été le cas, je pense pas que j'aurais résisté à prendre la relève de la ferme familiale. J'aurais été très, très heureux si la possibilité s'était offerte à moi. Mais je suis super content de ce que je fais quand même. Non? Ah ben, okay, mais c'est quand même le fun que t'as des racines agricoles via ta famille, pas nécessairement via ton père ou ta mère ou... Exact. Bien que je dis souvent, je considère Ghislain comme mon second père ou presque là. Ghislain, en fait, enlevons le ou presque, je le considère comme un second père. Fait que j'ai appris j'ai appris à aimer le monde agricole à travers lui. J'ai appris à travailler de mes mains par lui. J'ai appris la construction. J'ai appris toutes sortes de choses évidemment. Et puis c'est avec le fun que j'avais à travailler sur la ferme que pour moi, ça a été clair. Là. Je voulais étudier en agriculture, puis faire ma carrière là-dedans. Là. Puis si le choix est à refaire aujourd'hui, je le ferai de nouveau. Puis là, bon, tu as étudié en agriculture, tu avais une passion pour l'agriculture, mais là, moi, je t'ai toujours vu travailler côté économie en agriculture. Je me trompe-tu? Non, effectivement, je suis agronome, j'ai étudié en agriculture, poules, vaches, cochons, là. Mon bac est spécialisé en sciences animales. J'ai jamais été nutritionniste, j'ai jamais fait de PAF et je suis mon trip, là, c'est l'économie agricole, les politiques agricoles, l'ASRA, le commerce international, le financement. Effectivement, c'est ça qui me fait triper. OK, mais quand tu as commencé à l'UPA, est-ce qu'il t'avait envoyé un peu dans l'économie pour la fiscalité, ces patentes-là? Fait que t'es un peu arrivé dans l'économie parce que, bon, il y avait un poste, puis c'est ça qu'ils t'ont donné. Fait que si t'avais donné un autre poste, peut-être que tu serais pas en économie, mettons, aujourd'hui, là, ou tu t'es développé une expertise là-dedans? Ouais, la première job que j'ai eue, mon premier patron, ça a été Serge Lebeau, qui dirigeait la direction de la recherche à l'UPA à l'époque. Et j'ai connu Serge, entré en contact avec lui, puis moi, ma tête était pas mal faite. Je voulais travailler dans la grande famille de l'UPA. Je trouvais que bref, il y avait des belles opportunités pour moi là-dedans. Puis ça fitait avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler dans des dossiers de nature économique. Puis ça veut pas dire que j'aurais pas été heureux à être nutritionniste ou spécialiste en environnement, travailler dans des clubs conseils. J'aurais pu le faire. La vie aurait pu m'amener là. Mais écoute, le chemin s'est ouvert à la direction recherche de l'UPA. Puis ça a été ça, fiscalité municipale, commerce international. Ça brassait beaucoup à l'OMC à l'époque. Hein.
l'ASRA aussi, on était dans la période de création de la financière. Fait que ça a été cette job-là qui a été la première pour moi. Puis je suis jamais sorti de ces ornières économiques-là. Ça a été ma vie. Déjà 20 ans de carrière dans le monde agricole. Ça va vite. Eh, tabarouette, oui, ça va vite. Moi, je suis dehors rendu, je pense, à ma 20e saison en culture à mon compte. Là. Ça, tu regardes ça, ça me semble, j'ai pas commencé, ça fait déjà 20 ans. Tu sais, ça va vite en tabarouette. Mais c'est fou comment ça va vite. Ouais, puis souvent, comme la vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Hein. Moins qu'il en reste, plus ça déroule vite. Ah, c'est ça. Bon, là, tu étais à Confédération de l'UPA. Là, c'était l'UPA général. Après ça, t'as-tu été dans une fédération spécialisée par la suite? Ouais, j'ai passé 2 ans et quelques à la Confédération de l'UPA. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré ma conjointe qui m'endure encore aujourd'hui. Écoute, elle aussi, elle est gagnée. Là. Et puis, en 2005, je suis allé à l'emploi des producteurs de bovins du Québec. Okay. J'ai passé 5 belles années là-bas, des années plutôt intenses. Hein. On se rappelle, en 2003, la vache folle qui frappe. Oui. Quelle crise exceptionnelle, on s'en souvient tous. Et puis, j'ai passé 5 belles années là-bas entre 2005 et 2010 avant de me joindre donc au réseau La Coop comme économiste principal à la Coop Fédérée en 2010. Donc, tu étais là quand la Fédération a acheté Colbex. Ça s'est fait, en fait, la crise de la vache folle a frappé le 20 mai 2003. Et moi, je suis entré au producteur de bovins du Québec 2 ans après. Donc, Colbex était propriété de la Fédération à l'époque. Okay. Mais là, c'était, écoute, comment qu'on peut appeler ça? La descente aux enfers ou les difficultés conséquentes? Appelons-les comme ça. Je les ai vécues de proche aussi, une période très, très intense au plan associatif, au plan syndical. Fait que, ouais, pendant les 5 années où j'ai été là, on a senti, encore une fois, les effets de la crise de la vache folle à travers notamment Colbex. Bon, oui. En tout cas, j'ai pas connu un producteur qui était heureux encore de ça, moi, Colbex. Ah, écoute, on pourrait en parler longtemps. Peut-être ça prendrait trop de temps pour le podcast. Non, c'était pas le but non plus. Aujourd'hui, c'est rendu, la feuille verte, c'est une usine à potes. Ouais, c'est ça. Je vais en face. En face, c'est une carrière de roche. Puis c'est là qu'on va chercher notre roche. Ah, je vois. Direct en face de l'ancienne usine de Colbex. Donc, après puis à la Fédération des producteurs de bovins, tu es encore économiste là, tu es marché international. Ouais, ben, le directeur général de la Fédération à l'époque, c'était Gaétan Bélanger. Et Gaétan, à mesure que la fédération grossissait, il a décidé à un moment donné, il dit ça me prend un adjoint, ça me prend quelqu'un pour m'épauler dans les tâches de gestion. Fait que j'ai été directeur général adjoint de la fédération aux côtés donc de Gaétan, un homme pour qui j'ai un grand respect. Puis ça a été 5 belles années, pas toujours facile évidemment, un secteur qui a connu ses difficultés. Puis moi je me rappelle quand j'y étais, la production de bouvillons d'abattage au Québec, on parlait de presque 200 000 bouvillons par année. Et peu après, ça a commencé à diminuer. Aujourd'hui, on est à 70 000 à peu près. Tu sais. Donc, il y a un certain nombre de défis qui apparaissaient. Mais malgré les défis, ça reste une production qui a encore du beau potentiel, j'en suis convaincu. Ouais, ça diminue pas mal la production de bœuf. Cette valeur-là, mais... c'est comme le plus gros revenu, c'est quasiment l'ASRA dans le bœuf, là. C'est à peu près ça aussi. Mais tu sais, un parc d'engraissement de grosseur typique là, en Alberta ou dans le Midwest américain, c'est plusieurs dizaines de milliers de têtes en inventaire. Puis ici, les gros parcs vont en avoir 4, 5, 8. Il y en a eu un moment donné qui en a eu plus que ça. C'est pas le même ballpark. Là. Donc, les économies de taille sont pas les mêmes. Le prix des grains est pas le même ici qu'en Alberta ou dans le Midwest américain, on comprendra. Puis en plus, depuis un certain nombre d'années, on n'a pas de capacité d'abattage. Faut sortir le bouvillon, l'amener en Pennsylvanie, l'amener à Guelph, etc. Bon, la rentabilité, elle est plus difficile. Puis quand le prix des grains est ce qu'il est, là, c'est-à-dire
excellent présentement, ben là, le faire passer dans des bœufs, tu te poses la question 2 fois, puis en plus, le prix des bovins vivants depuis une couple d'années, là, ben, il est moyen. Il est très, très moyen. Alors que le prix des coupes est très, très élevé. Le prix des bovins vivants, des veaux d'embauche comme des bouvions, il est très moyen. Puis ça, c'est un problème fondamental de la filière. Je veux dire, les marges à la transformation sont impressionnantes. Et quand le président Joe Biden est sur ton cou, là, tu sais, il y a quelques mois, là, il dit ça, il dit là, ça marche pas ce qui se passe dans le bœuf, là, on va enquêter ça, puis on va régler le problème. Puis, c'est quelque chose, là, tu sais. Donc, il y a un problème économique fondamental qui n'est pas étranger non plus à la décroissance qu'on a observée ici au Québec. Parce que moi, le seul producteur de bœuf que je connais qui se promène en hélicoptère, c'était John Dutton dans Yellowstone. Non, les autres, c'est ça. S'ils ont des hélicoptères, ils l'ont trouvé autrement, ils l'ont payé autrement que par la production bovine, probablement. Ça fait que, ouais, c'est une production qui a ses challenges un peu. Mais tu sais, le bœuf qu'on produit au Québec, qu'on pourrait produire au Québec pour nourrir les Québécois, puis le faire manger aux Québécois du bœuf du Québec, je veux dire, il y a un potentiel là, tu sais, il y a une espèce d'attachement nouveau à la bouffe du Québec qu'il faut servir aux Québécois. Depuis la COVID, là, ça s'est renforcé, tout ça. Fait que il y a des opportunités là, je pense. Si on essaye de répliquer le modèle d'affaires ou de dupliquer le modèle d'affaires du Midwest américain, je veux dire, en fait, je pense que personne ne pense à ça. On n'y arrivera pas. Mais il y a moyen, je pense, d'avoir des filières coordonnées fortes, puis produire ici le bœuf qu'on mange ici. Là, ben, il y a déjà la marque qui existe, Bœuf Québec, qui n'a pas tellement des années. Là. Je pense que ça fait peut-être 3-4 ans que ça existe, ça. Ben oui, ben oui. Pour faire connaître un peu plus le bœuf du Québec, puis c'est sûr qu'on est on n'est pas en surplus, là, mais il faut importer du bœuf parce qu'on en mange pas mal plus de ce qu'on produit. Là. Tu vas au Costco, là, à peu près la production du Québec qui est dans un Costco présentement. Là. Tout à fait. On n'est pas du tout autosuffisant. On est loin de là. Ouais. Donc, tu sais, il y a de la place pour des projets d'affaires par ici, pour des gens d'ici, pour des consommateurs d'ici. Ben, puis je fais un exemple aussi pas loin de chez nous, à Saint-Léonard-d'Aston, les autres ils font du bœuf à l'herbe. Fait que tout est détaillé, à la ferme. Ils réussissent à retirer pas mal leur épingle du jeu avec ça, là. Ben, vois-tu, les marges à la transformation, je veux dire, les données sont assez têtues là-dessus. Là. Les marges à la transformation, depuis quelques années, sont grandissantes et elles sont excellentes. Donc, les filières qui sont verticalement coordonnées puis qui réussissent à aller capter cette marge-là, puis à la repartager au sein de tous les maillons, je veux dire, il y a moyen de faire vivre une belle filière avec ça. Puis, ceux qui produisent, qui vendent à la ferme, j'entends beaucoup de beaux succès. Maintenant, écoute, c'est pas facile non plus. Là. Ça prend beaucoup d'expertise. Ça prend une expertise variée là, pour faire pour élever le bœuf. Puis ensuite de ça, la battre, le transformer, mais encore et surtout le mettre en marché. Là. J'ai immensément de respect pour les gens qui se tapent tout ce boulot-là. Et ma foi, tant mieux pour les beaux succès d'affaires qu'on observe. Oui, mais une boutique à la ferme, c'est un deuxième job carrément, là. Il y a de l'ouvrage là-dedans. C'est fou. Plus le risque. Tu sais, tu peux manquer de courant et perdre ton congélateur. Il y a des risques là-dedans là, qu'on ne voit pas aller. Là. Fait que, moi, il y a plusieurs qui ont passé au podcast qui ont des boutiques à la ferme. Là, puis, écoute, je lui lève mon chapeau. Là, c'est vraiment quelque chose. Là, oui, ça peut être payant, mais il y a beaucoup plus d'ouvrages aussi en arrière de ça. Là. Il y a beaucoup de travail, effectivement, puis c'est la variété d'expertise que ça prend. Tu sais, ça prend des gens très, très polyvalents. Fait que, oui, ben, un peu comme tu le disais, moi, ils ont toute mon admiration aussi, Christine. Good. Ensuite, après ton passage au producteur de bœuf, c'est là que tu es rentré, c'est là que, d'après moi, que tu t'es fait connaître pas mal. Là. C'est dans les bureaux de la Coop Fédérée. Ouais. De la revue Coopérateur ou peu importe. Puis moi, je t'ai connu sur Twitter. Tu étais à Fédéré aussi à ce moment-là. Oui. Écoute, les premiers liens avec la Coop Fédérée, ça date du début des années 2000. Avant de rentrer à l'UPA, mon stage de maîtrise, je l'ai fait avec Mario Hébert, qui était économiste principal à la Coop Fédérée, je te dirais jusqu'en 2010. Moi, je lui ai succédé.
donc en août 2010. Et puis, quand Mario a quitté son poste d'économiste principal de la Fédérée, donc moi, je me suis joint, le chef de la direction d'alors, qui était Claude Lafleur, un autre homme pour qui j'ai un respect absolument sans borne. Claude est celui qui m'a, je dirais, mis au monde professionnellement. Il m'a donné cette grande chance-là d'aller travailler à la Coop Fédérée dans ces fonctions-là. Et puis, je lui en suis éternellement reconnaissant. Fait que je suis rentré en août 2010. J'ai passé 6 belles années là-bas. Puis, ouais, c'est là que j'ai découvert les médias sociaux aussi. Je me suis mis à être un petit peu plus actif sur Twitter. J'écrivais dans le Coopérateur. Puis, j'ai commencé à faire ce que j'aime le plus dans toute ma vie professionnelle, c'est discuter avec la communauté agricole sur le terrain, dans le champ. Donc, les assemblées de coopératives, des assemblées d'institutions financières, des assemblées de, je sais pas moi, assemblée de groupes conseils. On est 30, 40, 100, 150 à soir. On a un petit cocktail, etc. Puis ben, on invite un conférencier pour nous parler d'économie agricole. Moi, toutes les fois où j'ai été invité dans ces situations-là, j'ai eu un plaisir fou. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont invité, qui m'ont écouté, qui m'ont questionné, qui m'ont challengé, qui m'ont dit « Vincent, je suis d'accord avec toi », qui m'ont dit « Vincent, je suis pas d'accord avec toi aussi ». Cette conversation-là avec le monde agricole, moi, c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me branche. Depuis, écoute, j'ai commencé à le faire en août 2010 à la Coop Fédérée. J'ai toujours beaucoup aimé ça, faire ça. Puis c'était tout le temps le même monde que tu voyais quand tu étais à l'UPA, après ça à Coop. C'est tout le temps les mêmes producteurs aussi que tu vois de fois en fois, là. Écoute, on s'entend que c'est pas les mêmes quand tu changes de région, ça, on s'entend là-dessus, là. On s'entend, mais sur le fond, Christian, là, c'est tout à fait juste ce que tu dis, que l'on parle du monde associatif agricole, donc la grande famille de l'UPA, le monde coopératif. Maintenant, je travaille dans la ligne d'affaires agriculture agroalimentaire de la banque. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde agricole, sur le marché du travail. Je travaille pour la communauté agricole québécoise, maintenant un peu plus canadienne aussi. Donc, on travaille pour le même monde. Et moi, écoute, j'ai changé d'emploi 4 ou 5 fois dans ma vie et peut-être que je rechangerai d'emploi un jour. Je le souhaite pas parce que j'adore vraiment ce que je fais, mais bref, on sait pas là où la vie nous amènera. Une des constantes, une des choses que je veux conserver, c'est ce travail-là au service de la communauté agricole québécoise. Je suis fier de dire que je travaille dans ce milieu-là. Je suis fier de dire que je travaille pour ces hommes et ces femmes-là. Et je suis fier de dire que je travaille pour les gens qui nourrissent le monde d'ici, mais aussi d'ailleurs. Et puis ça, soyons très, très fiers de ça. Moi, quand je vois des coupes de porc du Québec qui se retrouvent dans les meilleurs restaurants du Japon, quand je vois notre soya qui s'en va faire du tofu en Asie, Némit, etc., là, je veux dire, c'est capoter ce qu'on fait. Puis, que dire de la façon dont on sert les consommateurs d'ici avec des grains, avec du porc, avec du bœuf, avec du lait, du poulet, etc. Je veux dire, c'est fascinant ce que l'on fait. On a un consommateur exigeant, soit, mais je pense qu'on a un des consommateurs ou une des sociétés qui sont les mieux servies au monde en termes de produits agricoles et alimentaires. Ben, oui, là-dessus, oui. Puis, tu sais, l'exportation, tu sais, faut pas oublier que l'exportation est quand même assez importante. Ça nous fait rentrer des nouveaux revenus. Dans le pays, veut pas, pour les producteurs, tout le monde en profite de ça. Puis, ce qui est important, c'est même ce qu'on importe, c'est quand même important de conserver ces marchés-là. Si jamais un jour, on n'a pas une belle saison, il faut être capable encore de se nourrir, là. Fait qu'on a tous besoin des marchés extérieurs, là, autant en importation qu'en exportation, là.
Ben, tout à fait. Moi, écoute, je suis le premier à être fier de ce qu'on exporte, mais en même temps, je suis le premier à aimer les bananes, tout, là, puis j'aime ça, les bananes. Là. Puis, il m'arrive, certains diront que c'est un sacrilège, là, mais j'ai déjà goûté à un fromage suisse qui arrivait d'Europe. Puis, malgré que les meilleurs fromages suisses, puis emmental, puis cheddar, je continue de trouver que c'est ceux qui viennent d'ici. Mais il m'est déjà arrivé d'en goûter d'autres. Et on observe le comportement du consommateur québécois. Moi, j'écoutais un transformateur laitier québécois bien connu récemment dans une entrevue publique. Il le confirmait, là. Notre consommateur, il aime découvrir. Puis ouais, il aime ça découvrir les fromages européens aussi. Puis il aime ça découvrir tel produit de viande d'ailleurs. Oui, ça fait partie de la game. On vit dans un monde mondialisé, internationalisé, et puis ça rehausse la compétition à laquelle on est exposé. Mais je continue de croire qu'on y répond avec grand panache. Oui, mais tu sais, il y a des affaires comme moi, mon plus jeune, il est rendu sans gluten. OK. Puis, il m'a dire une affaire, manger local et sans gluten, il ne mangerait pas grand-chose. Pour vrai. Ah oui, parce que tout ce qu'on achète sans gluten, là, souvent, ça arrive de l'Ontario, ça arrive des États-Unis. Il n'y a pas grand-chose qui vient du Québec qui est sans gluten. Ouais. Mais c'est un challenge, hein, parfois, les spécificités alimentaires. Écoute, tu me fais penser, Christian, notre petit garçon, quand il est né, il était allergique aux produits laitiers. Fait que là, il peut pas boire de lait, pas de crème glacée. On a été chanceux. À 2 ans, ça a passé. Puis aujourd'hui, il boit du lait de vache, mange du fromage et tout et tout. Mais là, les 2 premières années, là, faut que tu le nourrisses faut que tu le nourrisses sans produits laitiers. Puis on s'aperçoit qu'il y a des produits ou des ingrédients laitiers. Il y en a partout. Dans le pain, il y en a dans beaucoup de produits transformés, évidemment. Avec là, ben, tu magasines autrement. Donc, c'est un challenge. Et puis, il y a une bonne frange de consommateurs qui magasinent ces produits de créneaux-là. Donc, ben oui, c'est autant... On peut dire que c'est une espèce de difficulté, mais c'est autant de créneaux et tout auxquels on peut s'intéresser. Ben, moi, j'en ai un autre, celui de 7 ans, lui, est allergique aux arachides. M'a dit qu'au lieu d'avoir une allergie aux arachides, j'aurais repris ça une 2e fois au lieu d'avoir un intolérant au gluten. Parce que là, le gluten, ça, il y en a partout. Les arachides, c'est rien que des desserts. Un plat principal, il n'y a pas d'arachides là-dedans. Ouais. Mais d'un dessert, c'est plus watché. Mais tu sais, il n'a jamais fait de crise. Il regarde, OK, c'est beau. Et il y a le logo. Ça va bien. Mais pour en revenir à ton fils qui disait qu'il était allergique aux produits laitiers, allergique ou c'était vraiment rien que intolérant au lactose? Non, il était allergique. OK, fait que même du lait sans lactose, ça passait pas. Non. Écoute, les 5 premiers mois de sa vie, Philippe a bu le lait de sa maman. Et là, à 5 mois et demi, écoute, je m'en rappellerai toujours, c'est le matin où on faisait livrer notre nouvelle laveuse sécheuse, je m'en rappelle. Puis là, ça donne que ce jour-là, on fait manger à Philippe pour la première fois. Ta bouffe solide, donc des céréales mélangées avec du lait de vache, tu sais. Et là, les plaques commencent à sortir dans le visage, etc. Fait que cours à l'hôpital. Puis là, OK, on va aller faire un test chez un allergologue. Puis, ça se confirme, Philippe est allergique au lait. Bon, il y a des affaires pires que ça dans la vie, mais bon, on s'en serait passé. Puis, après une couple d'années, paraît que ça passe, généralement, tu sais. Donc là, un nouveau test avec l'allergologue. C'est fini. Le problème est passé en théorie, tu sais, avec le test. Mais là, il faut faire le vrai test après. Là. Fait que là, tu vas dans le parking de l'hôpital, puis tu sors le yogourt, tu sors la crème glacée, puis tu nourris le petit, là, tu sais. Fait que écoute, on se rappellera de ça toujours, là, ma conjointe et moi. Alors, on nourrit le petit. Évidemment, il adore son yogourt, il adore son fromage, il adore tout ça, puis tout va bien. Il n'a pas fait d'autres crises depuis. Puis, il mange pas mal de produits laitiers. Écoute, il y a 13 ans et des poussières aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup d'adolescents, ça boit du lait comme un petit veau, c'est vrai, correct. En tout cas, mon plus jeune, s'il avait fallu qu'il soit intolérant au lactose ou allergique au lait,
Hey, moi, il bouffe du fromage et du yogourt. C'est épouvantable. Épouvantable. Il va avoir un compétiteur parce que moi aussi, c'est un gros mangeur de fromage, là. Vois-tu, Philippe, c'est pareil. Ça arrive de l'école le soir, là. La première chose qu'il fait, c'est un morceau de fromage. Le matin, du lait dans les céréales, c'est systématique. Sinon, c'est le parfait au yogourt. Bref, on aime beaucoup les produits laitiers. Oui, ben oui. Bon, là, t'étais à Coop Fédéré, OK. T'as été combien d'années, là, à Coop Fédéré? Presque 6 ans. Presque 6 ans à la Coop Fédérée. Et puis, quand je suis entré, Claude Lafleur, qui était chef de la direction à l'époque, qui était mon patron, je lui ai dit, Claude, je veux pas être économiste principal tout de suite. Je vais faire ce que tu me demandes de faire, là, mais je dis, garde, tu me demandes de succéder à Mario Hébert. J'en suis honoré, là, mais c'est toujours bien succéder à Mario Hébert. Là. Je veux me donner un peu de temps. Là. Alors, j'étais directeur des affaires agricoles au début. Et puis, j'ai fait mes premières armes, là. Ça a bien été. J'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai pris en confiance. Et puis, je suis devenu économiste principal après 2 ans là-bas, peut-être. Puis, j'y ai été jusqu'au mois avril 2016. Puis, quand tu es rentré là, le président, c'était-tu Denis Richard ou c'était encore M. Mascotte? C'était M. Richard de mémoire. Ça faisait pas longtemps que M. Mascotte avait quitté. Ouais, c'était M. Richard qui était président. Moi, je me trompe, là, mais pas mal certain. Ça. Parce que Denis Richard, lui, c'est le président à sœur de Coop de Parisville puis Covillac ont fusionné ensemble. Fait que c'est Denis. Covry. Ouais, Covry. Fait que c'est Denis, justement, qui est président de tout ça, là. Absolument, Denis, je l'ai revu. Je l'ai revu, M. Richard, la semaine passée. Covry, on est le 14 mars aujourd'hui. Je l'ai revu la semaine passée, je pense le 8 ou le 9. Là. Covry tenait sa première assemblée générale annuelle. Fait que un beau succès, une belle fusion. Écoute, on était peut-être 110 dans la salle la semaine passée pour l'AGA de Covry. Là. 6 boulots que ça faisait du bien de se voir, Christian. Les gens se serraient la main. Les gens avaient le goût comme de récupérer tellement de temps perdu suite à ces 2 dernières années-là qui ont été difficiles pour tout le monde. Là, hein. Fait que ça faisait du bien de se voir. Puis moi, cet esprit de famille coopératif-là que j'ai revécu la semaine passée, là, ça m'a rappelé des de beaux souvenirs. Parce que ces 6 ans-là à la Coop Fédérée, moi, c'est marqué, là. C'est marqué au fer rouge, c'est ça. Là. Ou au fer vert, plutôt qu'on dit ça comme ça. ouais. La couleur est verte, nous autres, à Coop. C'est ça. Bon, là, quand tu étais économiste en chef, principalement, c'était quoi qu'il fallait que tu fasses? C'était-tu surtout étudier ce qui se passe un peu ailleurs, venir le vulgariser ici, faire des études ou explique-nous ça un petit peu plus, là, ton métier d'économiste que tu avais à ce moment-là. Moi, c'était de comprendre ce qui se passe dans notre environnement d'affaires et, conséquemment, l'impact que ça a sur notre business. Donc, la business qu'on fait, c'est servir des producteurs de grains, de lait, de porc, de poulet, d'œufs de consommation, etc. Là. Donc, tout ce qui touche les politiques agricoles, la gestion de l'offre, les pressions qu'elle reçoit, l'ASRA, le marché des fertilisants, je veux dire, on vit là, dans un environnement économique complexe, mouvant, qui est internationalisé aussi. Fait que moi, on me demandait de comprendre ça et au besoin, donc, renseigner la business sur l'évolution de cet environnement-là et l'impact que ça avait sur elle. Mais on me demandait aussi, et ça, c'est une portion de ma job que j'ai toujours beaucoup aimé, Christian, c'est de se servir de cette expertise-là pour différencier la marque Soliou, la marque Coop Fédérée. Parce que, tu sais, une tonne d'urée qui est vendue par telle compagnie ou une tonne d'urée qui est vendue par la Coop Fédérée, entre toi et moi, c'est une tonne d'urée. Oui. Qu'est-ce qui la distingue? C'est les gens qui travaillent et qui servent la clientèle de la Coop Fédérée. Et puis, écoute, les gens, mes collègues, là, les gens que j'ai côtoyés là-bas, d'une profondeur, d'une générosité, d'une adhésion aux valeurs coopératives très, très forte, c'est ce qui distinguait le réseau de la coop. Et puis, ben, moi, j'avais aussi mon rôle à jouer là-dedans, comment, à travers moi, ce que je faisais, à travers ce que je savais, ce que je pouvais communiquer,
ben, comment je pouvais rendre la coop fédérée encore meilleure. Tu sais. Donc, quand on va dans une assemblée de coop, par exemple, ou n'importe où, puis on parle à plusieurs dizaines de producteurs agricoles qui sont réunis ce soir-là, puis on discute avec eux autres, puis on jase, on échange, on questionne, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ben pour moi, on fait vivre l'esprit coopératif dans ce temps-là, et on montre que la coop, là, c'est des experts en nutrition, c'est des experts en agro-environnement, c'est des experts en génétique, c'est des experts dans tous ces domaines-là, c'est tout ça, mais c'est aussi une expertise macroéconomique. Ça fait partie de l'offre commerciale aussi. Puis, à l'époque, mon patron, Claude, croyait beaucoup là-dedans. Et puis, il m'a donné cette chance-là de pouvoir faire cette job-là. Puis, écoute, je pense que je me répète, mais je lui en suis éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, Claude, il doit être complètement à sa retraite parce que quand il est parti de la coop fédérée, il est allé pour IPCO, qui était supposé d'avoir une usine de fertilisants qui était supposé de se construire à Bécancour. Mais là, ça a l'air d'être mort un peu dans l'œuf, cette affaire-là. Ouais, Claude, c'est ça, il a été pas mal impliqué avec IFCO, ce projet-là qui est né alors qu'il était chef de la direction, donc il a assuré un suivi par après, mais non, effectivement, là, ça ne se fera pas. Ça fait un certain nombre de mois, voire d'années là, que le projet a été abandonné. Mais écoute, Claude, il n'est pas complètement à sa retraite. Je pense qu'il n'arrêtera jamais. Il accompagne des business dans leur développement et puis il est consultant pour diverses firmes. Et pour te donner un exemple, moi quand je vais dans Charlevoix, c'est le coin de pays de Claude. C'est bien rare que je vais dans Charlevoix sans dire Claude, je peux-tu aller t'envahir quelques minutes là, pour refaire le monde, viens-t'en, tu sais. Puis je me rappelle là 2 ans et demi peut-être, c'est le Noël avant la COVID, tu sais. Fait que j'arrive chez eux, mettons, je sais pas moi, le jour de l'an, le 26 décembre, je sais pas quoi. Là. Puis je vais toujours le voir bien tôt le matin. Il est très, très lève-tôt. Puis là, à 7 heures le matin, on prend notre petit café, Claude est super, super accueillant. Puis il avait oublié de mettre notre rendez-vous à son agenda. Tu sais. On est le 26 décembre, Christian. À 7h30, son téléphone sonne parce qu'il y a des dossiers à gérer. Il n'arrêtera jamais, Claude. Il a beaucoup d'énergie. Il y a encore beaucoup à donner. Et il donne beaucoup. Peut-être pas autant qu'il m'a donné à moi, parce que c'est ça, je lui suis reconnaissant de beaucoup. Ah! Quand tu as terminé à Coop Fédérée, t'es parti après ça, t'es retourné à l'UPA. Ouais. Écoute, après mon passage à la Coop Fédérée, j'ai pris une pause professionnelle de 3 mois. Écoute, tu es peut-être au courant, moi je m'en cache pas, je suis pas parti de la Coop Fédérée par choix. Donc, un matin, le 22 avril 2016, j'arrive au bureau, puis un certain nombre de postes qui n'existent plus, incluant celui d'économiste principal. Fait que t'as rien fait de mal, Vincent, tes évaluations ont toujours été bonnes, mais le poste d'économiste principal n'existe plus. T'sais. Ouais, c'était drôle un peu. Ben, j'avais dit en joke, en chum, c'est drôle, on dit que pour une raison d'économie, on clairait l'économiste. Mais tu sais, moi, la ligne a raccroché alors que j'avais encore le goût d'être sur l'appel. Mais quand ça raccroche à l'autre bout de la ligne, moi, écoute, on passe à un autre appel. Puis j'aimais ce que je faisais. J'avais pas fait le tour du jardin à la Coop Fédérée. J'aurais aimé encore passer beaucoup de temps là. Mais non, c'est ça. Quand ça raccroche à l'autre bout de la ligne, tu passes à un autre appel. Et j'ai été chanceux dans les mois suivants. J'ai fait face à ce que j'appellerais un beau problème. Il y a des belles opportunités qui se sont offertes à moi et j'ai eu à faire un choix. Une personne de ta trempe que tout le monde apprend que il est sur le marché libre, c'est sûr que tu devais en avoir en tabarouette des offres. Tu n'as pas besoin de travailler un CV, d'après moi. Là. Le monde est... Je te dirais, j'ai été
je considère que j'ai été chanceux là-dedans, Christian, parce qu'effectivement, le téléphone a sonné, même si moi, tu sais, je me rappelle, c'est arrivé le lundi matin, là, tu sais, je suis reparti du bureau à 10 heures avec mon... Puis là, j'ai appelé ma blonde, j'ai dit, chérie, je travaille pas matin, j'ai plus de job. Ah ouais, tu sais, c'est pas. Puis le lendemain matin, je me suis occupé à faire autre chose, de la rénovation dans la maison, puis préparer la suite et tout, mais je voulais prendre un temps d'arrêt, tu sais. Et puis, quand les téléphones ont sonné, les premiers, je dis, ben, écoutez, je suis encore en temps d'arrêt. Fait que je voulais prendre ce temps-là, mais il n'a pas été aussi. Je veux dire, il a fallu que je me remette à réfléchir assez vite parce que ouais, j'ai fait face à un beau problème. Et puis ces 3 mois-là, Christian, ont été probablement. Écoute, ils ont été des beaux mois. Ils ont été des mois sereins, des mois paisibles. Mon fils, à l'époque, avait 7 ans, puis j'ai passé l'été avec lui. Là, on a fait, on a fait une sorte d'affaires ensemble. J'ai pu profiter de son enfance au bout cet été-là. Fait que finalement, ben tout est bien qui finit bien. Puis, ça a été, dans le courant du mois d'août, j'ai confirmé que je voulais refaire partie de la grande famille associative avec les éleveurs de porc du Québec. Puis ça a commencé au début septembre. Je suis rentré aux éleveurs. As-tu eu des offres d'emploi qui n'étaient pas issues du domaine agricole? Non. OK, tout arrivait de l'agricole, parce que tu étais connu surtout dans le monde agricole, là, veux pas. Écoute, moi, mon expertise est là, mon réseau est là, les gens avec qui je communiquais et je communique encore dans une base régulière, c'est des gens du réseau agricole. Fait que non seulement moi, mes amours étaient là, mes amours sont encore là, mais à l'extérieur du monde agricole, quand même que cloutier sur le marché, là, ça change pas rien dans la vie de personne. Ça, là. Mais dans le monde agricole, il y en a qui se sont dit, ah ben tiens, Vincent est là. Ben, peut-être que ce serait le fun de l'avoir dans notre famille. Puis, ben, les éleveurs se sont dit ça, les éleveurs de porc du Québec. Puis, écoute, j'étais vraiment content qu'ils se disent ça et de pouvoir me joindre à eux autres. Donc là, rendu aux éleveurs de porc, tu faisais-tu encore un peu la même job que tu faisais à quoi? Parce que là, à ce moment-là, regarde, je suis pas producteur de porc, donc si on a une revue, je l'ai jamais lu. Un peu comme celle du lait, je la lis pas là, parce que je la reçois pas, je suis pas dans le lait. Non, c'était différent. Premièrement, à la Coop fédérée, je faisais beaucoup de politique laitière. Je touchais au marché des grains. Je touchais un petit peu au poulet, mais le porc, pas tant que ça. L'expertise en économie porcine était beaucoup chez Olimel. Donc, là, j'arrive au port et j'ai un poste de conseiller principal au directeur général, Jean Larose, à l'époque. Et puis, je m'occupe de différents dossiers économiques, mais en support à la direction générale. Donc, et puis c'est après... Oh, ça faisait au moins 1 an et demi, 2 ans là, que j'étais aux éleveurs lorsque le poste de directeur des affaires économiques est devenu disponible, si tu veux. Et puis là, j'ai pris la direction de l'équipe. Donc là, tout ce qui touchait les questions d'environnement, c'est notre équipe qui s'en occupait. Le SGRM, les systèmes de hedging de porc, l'ASRA, les questions de commerce international, évidemment, la coordination de la filière aussi, parce que les éleveurs de porc investissent encore beaucoup d'efforts dans les liens avec les partenaires. Là, tu sais. Fait que moi, on me demandait de coordonner la filière. Puis c'est quoi? J'ai toujours été à l'aise, moi, là-dedans, travailler à tisser des ponts entre des organisations, tisser des ponts entre les gens. C'est quelque chose que je fais, je pense, naturellement. Puis, c'était tout naturel, je pense qu'on me demande de faire ça au port. Fait que ça a été, je suis resté au port 4 ans et un peu plus, 4 belles années encore. Là. Fait que tu étais revenu au 555 boulevard Roland-Terrien. J'étais revenu au 555 boulevard Roland-Terrien. Il y avait un fit culturel, mettons, la culture associative agricole. Comme tu as dit, j'ai grandi dedans, ça a été ma première job. Puis ça fitait bien dans la vie familiale aussi.
ma blonde travaillait là, travaille encore là. On habite sur la rive sud de Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme tout naturel. Puis, le secteur porcin, l'industrie porcine québécoise, s'il y en a bien une qui me fascine, c'est celle-là. Là, tu sais. Tu en as parlé avec Louis la semaine passée. C'est une industrie, Louis-Philippe Roy, c'est une industrie qui a ses challenges, mais ma foi, quelle résilience. Je suis absolument fasciné par les hommes et les femmes qui en sont les artisans. Puis, tu sais, t'arrives de la coop fédérée, il y a énormément de ports à la coop fédérée, évidemment. Là, la moitié du chiffre d'affaires est relié au port, ou à peu près. Là. Fait que je me suis aperçu quand je suis arrivé aux éleveurs de Port du Québec, finalement, je connaissais pas le port tant que ça. Je l'ai découvert beaucoup. Puis j'ai découvert des hommes et des femmes, ma foi, de grands talents, avec une résistance et une tolérance au risque, Christian, c'est capoté. Je veux dire, la peste porcine africaine est en République dominicaine, qu'elle a ravagé la Chine au complet, puis là, elle empêche l'Allemagne d'exporter. Là, tu sais. J'espère qu'elle n'arrivera jamais ici, parce que ça nous ferait un cataclysme de l'ampleur de la crise de la vache folle en 2003. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'efforts qui sont investis pour que ça n'arrive jamais. Mais on peut pas exclure ce risque-là. Là. Tu sais, ça se peut que ça arrive. Là. Et si ça arrive, on va mal dormir en tabarouette. Là, tu sais. Mais donc, travailler dans ce secteur-là, y investir ses billes, ça prend des gens extrêmement résistants et tolérants au risque. Puis c'est ces gens-là que j'ai rencontrés. Mais tu sais, finalement, cette tolérance-là au risque, je veux dire, ça n'existe pas juste dans le port non plus. Là, moi, je me rappelle, en mois de juin, l'année passée, on était rendu, je sais pas trop quelle date, on attendait encore qu'il mouille un peu. Là, il y a des centaines de milliers de dollars qui sont mis dans le sol, puis là, t'attends qu'il mouille, puis s'il mouille pas, bref, cette résilience agricole-là, écoute, ça fait partie des caractéristiques agricoles que j'admire particulièrement. Ouais, faut pas que tu ailles la coin de mince, mettons, là. Ah, tout à fait. Puis écoute, c'est vrai dans le lait, c'est vrai dans le grain, c'est vrai dans le porc, c'est vrai dans toutes sortes de secteurs de production. Puis regardons juste l'été que nos confrères et consorts de l'Ouest canadien ont eu l'année passée. Je veux dire, tu sais, t'as des prix dans le piton, là. Le prix du blé était bon, le prix du canola a été très, très, très bon aussi. Tu vas dire, il a été bon parce qu'il n'y a pas eu de récolte dans l'Ouest. C'est vrai qu'il est monté dans la foulée d'eux. Mais bref, tu as des pas pires prix, tu as payé tes intrants pas trop cher, tu t'en ligne pour une belle année, tabarnouche, il mouille pas de l'été, t'as pas de rendement. Mais c'est ça l'agriculture. Puis là, j'espère vivement que cette année, les rendements vont être au rendez-vous, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Tout le monde le mérite. Malgré que moi, le 2021 m'a dit que les rendements, je vais pas me plaindre. C'était assez bon. Rien que dans le soya qui était ordinaire, mais dans le restant, les céréales, c'était bon. 2020, les céréales, c'était vraiment pas bon. Puis le maïs, écoute, cette année, c'était super bon. Puis en plus, il a fait chaud pendant qu'on a séché le blé d'Inde, fait que c'était économique sur le propane. Non, c'est ça. 2021 a été une belle année financièrement dans le champ, dans l'Est du pays. C'est vrai au Québec, c'est vrai en Ontario. Les prix ont été bons. Les intrants ont été pour une majeure partie achetés avant que les prix n'augmentent beaucoup. Les rendements ont été, je dirais, normaux. Alors que dans l'Ouest, écoute, les rendements ont été en moyenne 30-35% plus bas que les 5 dernières années. Ça a été bien ordinaire. Ouais, c'était bien ordinaire dans le cas, mais avec le prix du grain, on a réussi à faire quand même une pas pire année. Ça aurait pas été mieux, là, mais on a réussi à s'en sortir quand même pas si tant pire, là. Je suis content de ce que tu dis là, parce qu'effectivement, moi, une des questions qu'on m'a posées, je veux dire, on a des clients là dans l'Ouest, là, puis c'est un des jobs que j'ai à la banque. Vincent, hein, on lit dans les médias, là, il y a une sécheresse dans l'Ouest, une sécheresse bord en bord. Comment ils vont s'en sortir, là, nos clients? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu mets en perspective le prix, tu mets en perspective les intrants, tu mets en perspective le rendement, puis tu t'aperçois que, tout ensemble, là, en moyenne, ça va faire une année so-so. Pour certains qui vont avoir un rendement encore plus pitoyable, là, ça va être une année très ordinaire. Pour ceux qui auront eu le rendement, qui auront eu des poches de pluie, par exemple, ou qui sont irrigués, ça peut être une année fantastique. Mais en moyenne, so-so. Absolument. Exact. Bon, là, tu étais au producteur de porc 4 ans.
Ouais. Là, ensuite, t'es-tu parti des processeurs de part ou t'as eu une offre de la Banque nationale? C'est quoi qui s'est passé entre les deux? Un petit peu des deux. Écoute, le vice-président agriculture agroalimentaire à la Banque nationale, Patrick Lemelin, Oui. qui d'ailleurs a accepté de nouvelles fonctions à la Banque récemment. Donc là, on se parle à la mi-mars. Ça fait quelques semaines là, que Patrick a accepté des nouvelles fonctions. Notre nouvel leader sera nommé bientôt. Mais bref, Patrick, lui et moi, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Et puis, mon prédécesseur, Claude Bilodeau, qui faisait grosso modo la job que je faisais à la banque là, avant 2020, prenait sa retraite. Ça prenait quelqu'un pour succéder à Claude. Alors, Patrick m'a dit, Vincent, si ça te tente, on vous ouvrir le poste. Je dis, parfait, merci Pat. Fait que j'ai mis mon nom dans le chapeau. Puis, j'ai donné ma démission aux éleveurs de porc du Québec pour me joindre à la banque. Je suis un gars qui aime la macroéconomie. J'aime le lait, la volaille, le poulet, canneberge, sirop d'érable. J'aime toucher à tout. Et c'est cette chance-là que j'ai à la banque. Fait que ça a été une décision qui a pas été facile à prendre, évidemment, parce que j'étais bien aux éleveurs, puis je t'ai parlé du respect que j'ai pour la communauté porcine. Mais c'est ça, je suis à la banque depuis maintenant 2 ans et quelques mois. Puis écoute, j'ai un fun noir. Je rajeunis à toutes les semaines qui passent. Hey, c'est bon, ça. Rajeunir à tous les semaines. Oui, toi, c'est pas pire. Ton rouleau de papier de toilette, il vire à l'envers, d'abord. Oui, c'est ça, je m'en remets dessous. Oui. Parlant de rouleau de papier de toilette, là, on enregistre, on est aujourd'hui le 14 mars, mais ça fait 2 ans que la folie t'a pogné dans les Costco à aller vider les palettes de rouleau de papier de toilette. Hey, ça s'est passé le 13 mars. En fait, je pense que le 12 mars, le gouvernement a tout fermé ou à peu près. Là. Et moi, je me rappelle du 13 mars, parce que le 13 mars, c'est la journée où la banque et d'autres grandes institutions ont fermé leurs bureaux et ont mis tout leur monde en télétravail. Puis, écoute, on n'est pas retourné au travail avant un bout de temps. Puis, c'est à partir de ce moment-là que nos jeunes ont fini l'école à distance. Non, mais quelle époque, Christian, c'est un traumatisme planétaire très, très important. Puis, écoute, aujourd'hui, on se parle, la planète est en train de vivre un autre traumatisme. Tu sais, moi, je suis comme tout le monde à peu près chaviré par ce qui se passe là-bas. Puis, écoute, nos pensées sont avec nos confrères et consoeurs ukrainiennes. C'est absolument terrible. Mais bref. Ouais, non, mais c'est pas le fun. Puis, l'autre côté qui est plate, c'est que ça fait tout augmenter les prix. Fait que, tu sais, il y avait du monde qui était vulnérable, va être encore plus vulnérable. Tu sais, à un moment donné, il y a bien du monde qui va avoir de la misère à manger pendant tantôt, là. Avec la flambée des prix qui arrivent, là. T'as raison, puis il faut se rappeler, là, au tournant des années 2010, 11, 12, on se rappelle, là, quand le chaos a pris en Afrique du Nord, en Tunisie, en Libye, etc., ce qu'on a appelé le printemps arabe, là, puis des régimes dictatoriaux qui sont tombés. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est un ensemble de facteurs, là, mais ça a coïncidé ou ça a été alimenté, sans mauvais jeu de mots, là, par la hausse du prix des grains. Là. Tu sais, quand tu as de la misère à te nourrir, là, ça change les perceptions. Il n'y a jamais de révolutions qui se sont faites le ventre plein. À chaque fois qu'il y a eu des révolutions, c'est parce que le monde mourait de faim. La révolution qui est arrivée avant l'Union soviétique, si on veut, le monde est en famine en Russie en ce moment-là. Fait que c'est toutes des affaires. Souvent, quand il y a des révolutions, c'est que le monde crève de faim. Bon. Puis là, écoute, avec ce qui se passe, là, je veux dire, l'exportation de blé en provenance de la Russie puis de l'Ukraine, c'est 29-30% des exportations mondiales, c'est énorme. Donc, il va manquer de calories, là, tu sais, puis les prix montent. C'est pas rien que spéculatif, ça, là. Il y a des facteurs fondamentaux qui jouent là-dessus. Ça va nous amener où? En tout cas, bref.
il y a des gens dans plusieurs endroits du monde qui souffrent beaucoup de ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens chez nous aussi qui sont affectés par l'inflation du prix des aliments. Donc, écoute, on espère que ce conflit-là va se régler rapidement, mais ça reste que pour l'instant, on est pris avec une situation qui est extrêmement troublante, extrêmement déstabilisante. Tu sais, deux traumatismes planétaires back-à-back, la COVID puis une guerre en Ukraine, mais moi, ça me fait réaliser à quel point on a bien choisi notre carrière là, quand même. Hein. 2 ans de COVID, 2 ans de revenus nets agricoles record, ou à peu près. Et puis, je pense que notre agriculture au Québec et au Canada va bien se sortir des traumatismes actuels. Oui, le fertilisant va coûter plus cher. Oui, le fuel coûte cher, mais il reste la marge dans le système encore. Tu sais. Fait que c'est plus, comment dire, humainement et socialement que c'est extrêmement troublant de voir ce qui se passe. On peut vendre du maïs à 400$ la tonne là, pour les offres que j'ai eues, mais même là, même présentement, livré à Trois-Rivières, mettons. Mais tabarouette, il y a quelqu'un qui l'achète, mais il faut lui faire qu'il le revende. Hey, tu sais, on peut dire, hey, wow, on pourrait prendre des opportunités de marché, c'est le fun. Mais non, c'est pas si le fun que ça. Il y a du monde là, qui ont besoin de ça pour manger. Puis, moi, en tout cas, je trouve pas ça le fun. Là. Tu sais, oui, on va vendre cher, on va avoir des beaux revenus, mais là, il n'y a plus de fun. Là. Je pense que là, c'est rendu trop, là, personnellement. Là. Tu sais, il y a des pays qui sont très largement des autres, très largement dépendants d'autres. Il y a des pays où il n'y a à peu près pas de production agricole. Tu regardes sur la map, tout est jaune. Fait que c'est sûr que les autres, là, il faut tout qui importe quasiment le bouffe. C'est l'enfer, là. Ça sera pas drôle pour eux autres, là. Tu l'as dit, puis nous, on est à l'autre extrémité du spectre, là. Si on rapporte nos exportations agroalimentaires sur une base per capita, on est un des plus grands exportateurs à l'échelle mondiale avec les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, on exporte beaucoup de bouffe. Je veux dire, on manquera pas de calories ici, là. Ça n'empêche pas que on est sur des marchés mondiaux pour plusieurs denrées, puis que le prix de ces denrées-là augmente pour tout le monde ici aussi. Là, c'est sûr que ça l'augmente ici aussi. On n'a pas bien le choix. Là. Tout se suit. Là. Tout est coté à la bourse. Fait que, puis là, c'est sûr. Puis d'un autre côté, on va payer fertilisant cher, mais tu ne veux pas donner ton maïs pour autant. Ben, moi, selon les chiffres que je peux mettre sur papier, là, on est au mois de mars, là, commencer à faire des pronostics financiers pour la saison suivante, c'est toujours très, très hasardeux, mais c'est notre job de le faire, on le fait. Puis, compte tenu du prix des grains, compte tenu des fertilisants, dont une grande partie a été achetée il y a un certain nombre de mois, le fuel va coûter cher. Écoute, je trouve ça cher d'en mettre dans mon char et tout, j'ai hâte d'avoir un char électrique, ça reste que, oui, les intrants sont chers, mais il reste de la marge dans le système. Là, fait que on s'enligne pour une année qui sera profitable dans les champs, dans la mesure où les rendements sont là. Maintenant, ce grain-là, il va nourrir des vaches, puis il va nourrir des porcs aussi. Là, donc, quel effet ça aura sur les marges en production animale, ce sera à voir. J'espère juste que, par exemple, dans le porc, que le prix pourra augmenter suffisamment pour couvrir ce que ça coûte de le nourrir. Présentement, au moment où on se parle, on a eu une belle nouvelle sur le prix du lait la semaine passée, là, une hausse de 6,37, alors que la CCL avait annoncé un 6,31 l'année passée, au mois d'octobre. Pour moi, personnellement, là, ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une hausse de 6 piastres. J'ai dit tant mieux, j'ai pris un grand soupir de soulagement. Puis le prix du lait, il est bon présentement. Et puis, il reste à espérer, c'est sûr que les dépenses pourront être contenues dans le cours de l'année. Bien, c'est sûr. Puis, eux autres, les producteurs de lait, il y en a un qui est allé dire que le prix du lait, la hausse, ça peut être injustifié. Mais écoute, ils sont squeezés de tout bord, de tout côté. Là. C'est pas rien que les intrants pour nourrir les vaches coûtent cher. C'est toutes les pièces que tu as besoin. Quand tu as besoin de main-d'œuvre, il faut que tu payes plus cher parce que sinon, il va partir, ce sera pas bien long. C'est pas facile pour personne non plus, là. Moi, quand j'entendais ça, là, Christian, la hausse injustifiée, là, je ferme la radio ou je ferme ma revue. Là. Je suis tanné de lire
Tenez de lire des choses comme ça, je vais rester un petit peu poli, là. Donc, écoute, au cours des derniers mois, là, des 2 dernières années, le prix des denrées agricoles a augmenté, le prix des intrants, il a augmenté aussi. C'est bien beau, là, on pourrait bien être dans un monde de calinours, là, mais avec des intrants plus chers, puis un prix du lait qui bougerait pas, ça finit que ça marche pas, là, tu sais. Un des problèmes du système dans le lait, c'est que le prix n'est ajusté qu'une fois l'an. Puis ça marche pas. Si tu veux mon avis, ça marche pas parce que c'est comme un spotlight qui est mis sur le lait à la fin du mois d'octobre quand la CCL annonce la hausse. Puis là, ben il y a un nouveau spotlight qui est mis au début du mois, au début de l'année là, quand ben là au mois de février, le prix va augmenter, donc le prix du fromage puis du lait puis tout va augmenter. Très sensible à la réalité des consommateurs là, qui ont à payer ces produits laitiers là et pour certains, je comprends, c'est des hausses qui peuvent être difficiles à prendre, mais ce sont des hausses qui sont absolument normales. Et puis lorsqu'on les compare à la hausse du prix d'autres aliments, je veux dire, il y a absolument rien d'injustifié là. Mais si les hausses étaient plus régulières, graduelles, nombreuses, je pense qu'elles seraient publiquement, socialement, commercialement plus faciles à gérer, là. La bouchée serait moins dure à pogner, mettons. Et tu l'as bien dit. Exact. Écoute, Vincent, j'ai eu des questions. J'ai demandé à du monde sur mon Patreon s'il y avait des questions à poser. On va commencer avec la première d'une personne que tu connais, Alexandre Couture. Alexandre Couture qui oui, fait un ancien collègue de la coop. Exact. Et il fait des podcasts aussi avec moi une fois par mois. Dion et Couture remettent les pendules à l'heure sur Patreon. Sa question va comme suit. Si tu étais producteur de grains, serais-tu en mode acquisition de terre ou plutôt tu chercherais à te diversifier? Et que tu vas trouver ma réponse plate, Christian ou Alexandre, mais je vais dire ça dépend. Là, tu vas me demander ça dépend de quoi. Ça dépend la terre est où, puis ça dépend quel âge ont mes enfants, puis ça dépend ce que mes enfants ont le goût de faire. Donc, mettons que j'ai une jeune dame ou un jeune homme, c'est ma famille, qui voudrait prendre la relève de ma ferme, puis il y a de la terre à vendre dans mon environnement. Je pense que je pousserais sur le crayon. Je pense que moi aussi, comme bien des producteurs agricoles, je serais prêt à payer cher pour cette terre-là, malgré que je regarde la rentabilité sur papier annuellement, puis le coût du capital, les intérêts, etc. Je me dis, ouais, là, tu regardes ça, c'est long à payer. Des mauvais blagueurs diraient que le payback sur un achat de terre, c'est à peu près 850 ans, là, tu sais, mais ça reste... de tout temps, ça a été un actif de grande qualité. On a vu encore cette année là, une hausse de 10% du prix des terres au Québec. Là. Donc, c'est un actif de grande qualité. Puis je serais intéressé, moi, à en acquérir plus pour diluer mes coûts fixes et pour faire croître mon entreprise. Et je pense que ce que j'aime dans le mot diversification, puis je le ferai aussi là. J'explorerais, puis je suis loin d'être un spécialiste de ça. Christian, tu pourrais me donner des cours là-dessus pendant bien longtemps. J'explorerais des cultures nouvelles. Des cultures nouvelles. On produit beaucoup de maïs et de soya au Québec, un petit peu de céréales à paille, et puis un certain nombre d'autres cultures qui se développent, sont cultivées à petite échelle. Pour moi, la diversification passerait par là aussi. Moi, j'ai commencé à me diversifier, mais c'est acheter une cabane à sucre. Une terre à bois pour faire une érablière. Pour moi, c'est parce que là, présentement, toutes mes œufs, t'as toutes dans le même panier, avec juste des terres. Puis surtout dans mon cas, j'ai aussi une terre inondable qui, elle, est rarement rentable. Fait que tous les profits que les terres d'en haut font viennent camoufler le trou que la terre d'en bas a fait. Fait que tu sais, dans mon cas, acheter une terre, il aurait fallu que je sois capable de vendre ce que j'appelle mon trou à marde. Mais personne ne l'aurait voulu. Fait que là, je suis comme pogné avec ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps cette terre-là qui est comme un boulet après la jambe. Là. Mais là, le but, c'était surtout de diversifier. Fait que, tu sais, si, mettons, ça va pas bien dans les terres, mais je peux peut-être me réchapper avec la production séricole. Fait que, tu sais, c'était pas juste diversifier, on va faire d'autres choses avec la terre, mais plutôt acheter d'autres choses, mais dans un autre domaine complètement, là.
Hey, je te comprends tellement. Ce printemps, avec mon partner de terre à bois, écoute, on n'a pas parlé encore, je me suis acheté une petite terre à bois l'an passé, en ST, puis on a un immense potentiel de 800 entailles là-dessus, immense entre guillemets. Hein. Fait qu'on va se bâtir une petite cabane, puis on va entailler quelques érables en 2023 ou en 2024, on le verra, il n'y aura pas de presse. Mais je trouve que la production acéricole, c'est sûr que moi, à l'échelle où je le ferai, ce ne sera pas une opération commerciale, évidemment, ça va être une opération du bonheur, mais je trouve que c'est une production vraiment impressionnante. Puis j'ai récemment crunché du data un peu, comme on dit en bon français. Puis je regarde les fondamentaux de cette industrie-là. Je fais le parallèle un peu avec les canneberges, comme on le voyait au début. Une belle rentabilité, un beau potentiel, un positionnement commercial ici et à l'international qui est vraiment, vraiment puissant. Là. Vraiment des belles productions. C'est-tu plusieurs entailles que tu t'es acheté, Christian? Selon l'ingénieur, 4200 entailles. Quand même. Tu n'as pour t'amuser au printemps, mon cher? Oui. Et là, avec celle à mon père, on va être rendu à 18 000. Ah! Wow! Ça, c'est le fun. Fait que non, là, on tombe dans un autre mood, mais il faut... Ma diversification passait par là. Parce que là, au reste aussi que j'ai pas d'employés. J'aurais été capable, mettons, de me griller, mettons, je sais pas au moins 200 acres de terre de plus. J'aurais été capable de tout faire ça tout seul en équipe de 1 sans problème. Mais là, les locations sont rendues extrêmement chères. 300-350 piastres de l'acre. On va dire que là, du blé d'Inde à 200 piastres la tonne, là, OK, bien plus cher que ça, là, on s'entend, là. Mais remenez à 200 piastres la tonne, ça te prend une tonne et demie, crème, que payer ta location. Fait que il en reste plus bien pour payer tous tes frais. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais, t'augmentes ton coût de production, là. Puis je l'avais déjà fait le calcul, mettons, acheter une terre à 12 000 piastres de l'acre. Et cette terre-là, ça me faisait un coût de production. Il faudrait que je me souvienne des chiffres. Je pense que, mettons, à 10 tonnes à l'hectare, ça me faisait un coût de production d'à peu près 400 piastres la tonne. Mm-hmm. Fait qu'en remboursant capital et intérêt. Ouais. Fait que là, il aurait fallu que, mettons, pas avoir d'hypothèque pantoute à payer, ça prend comme tous ces revenus-là pour aller boucher le trou qu'elle va faire. Fait que là, j'ai agrandi de terre, mais financièrement, je suis pas sûr que je me serais tant amélioré que ça. C'est pour ça, tu sais, quand je parlais plutôt de la relève, puis où est la terre, tu sais, puis qu'est-ce qui te fait triper. Je me suis souvent fait demander, moi, dans les salles, Christian, au fil du temps, ouais, toi, Vincent, là, tu nous parles là, du PTP, là, puis de la gestion de l'offre qui est comme attaquée par des brèches, là, puis tout, là, puis ouais, ça va virer comment cette affaire-là? Plein de gens qui me demandent, hein, Win, et toi, Vincent, il dit, t'investirais-tu dans le lait, tu sais? J'ai toujours eu la même réponse, Christian. Si j'étais bon, j'investirais dans le lait. Dans le sens où, pour investir dans ce secteur-là, comme dans d'autres, il faut être bon. Il faut être performant. Il faut être le meilleur. C'est vrai dans le lait, c'est vrai dans le porc, c'est vrai dans le grève. Si les rendements sont pas là, ça passe pas. Non, ben, il faut que tu sois performant, peu importe dans le domaine que tu es. Tu n'as pas le choix, là. Voilà. Tu sais, avant ça, là, le gars, souvent, il se faisait donner à la ferme par son père. C'était un peu bric-à-brac, puis ça continuait de même, puis ça petit train va loin. Mais aujourd'hui, là, non, c'est plus ça, là. Là, il faut vraiment que tu calcules plus tes affaires, plus qu'avant. Faut que tu sois vraiment performant. Là, ça a pogné un autre step, là, ça se met à monter, puis... il n'y a plus des tout croches, là. Il y en a de moins en moins, il n'y en a quasiment plus de ça. Puis, tu sais, on regarde les données évolutives, là. Regarde l'évolution des revenus. Prenons l'exemple du secteur laitier, là. L'évolution des revenus versus des dépenses au fil du temps, des 10-12 dernières années, l'écart entre les deux, il se resserre. Puis tu sais, qu'est-ce qui permet de passer à travers ça, puis de maintenir une belle rentabilité sur les fermes laitières? Ben, l'efficacité est plus grande, puis la technologie fait sa job, puis la génétique est meilleure, puis etc. Tu sais. Mais ça, c'est une roue qui tourne. Et les meilleures entreprises, celles qui génèrent plus de
de bénéfices, ben c'est elles qui ont plus de propension à croître, etc. C'est l'histoire de la consolidation. Ça fait, je ne sais pas combien de siècles que ça se fait, puis ça va continuer encore. Yes. J'avais une autre question. Quels devraient être les éléments qui vont faire monter ou pas les taux d'intérêt dans les prochaines années? C'est une question intéressante, Christian. Puis, bon, moi, mon expertise, mon dada, c'est l'économie agricole, mais je m'intéresse évidemment à tout ce qui touche au dollar canadien, les taux d'intérêt, etc. Puis une équipe économique à la banque dirigée par Stéphane Marion, là, de qui je m'abreuve beaucoup. Alors là, cette question-là réfère aux facteurs qui sont susceptibles de générer de l'inflation, non pas demain matin, mais au cours des prochaines années. Puis ça, c'est des questions que j'aime parce qu'ils nous permettent de se projeter stratégiquement où est-ce qu'on va être dans les prochaines années. C'est quoi les facteurs qui vont avoir un impact sur nous? Je vais t'en nommer 3 qui vont être susceptibles de générer de l'inflation. Le pétrole. La transition vers l'énergie verte, elle est irrémédiablement amorcée. Tu as des grands investisseurs institutionnels, pense à la caisse de dépôt, là, qui se sortent des carburants fossiles. Tu as une production qui va graduellement diminuer. Au-delà de ce qui se passe avec la guerre, là, présentement, là, le prix du pétrole, il est appelé à augmenter. Ça va être un facteur générateur d'inflation, je pense. Deuxième élément dans les pays industrialisés, la main-d'œuvre. Tu as de la misère à avoir de la main-d'œuvre, d'avoir suffisamment. Puis si tu veux en avoir suffisamment, il faut que tu la payes cher. Ça va être un facteur générateur d'inflation aussi. Troisième élément, le protectionnisme. Écoute, les échanges commerciaux font en sorte que les avantages comparatifs des pays s'expriment. Les meilleurs pays pour produire telle denrée le font et on est tous plus efficaces de cette façon-là. Certains diront, avec raison, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais je crains que le protectionnisme n'ait un effet inflationniste. Donc, ça fait partie donc des facteurs qui vont qui vont exercer de la pression sur l'inflation au cours des prochaines années. Puis ça va complexifier la job des banques centrales. Disons que ils ont toute une job là, présentement avec une inflation de 5, 6, 7% qui est observée en Amérique du Nord, couplée à une guerre qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va nous amener, des prix de l'énergie qui sont en train d'exploser. J'ai bien hâte de voir ce que les banques centrales vont faire prochainement, mais quand même, pour les prochains mois, on s'attend à encore un certain nombre de hausses de taux. Pour en revenir à la pénurie de la main-d'œuvre, j'avais pensé à de quoi me m'emmener. Une réflexion que j'avais eue. Probablement que ça va être, tu vas trouver ça bien fou, mais ce serait-tu parce qu'on aurait peut-être trop d'entreprises? Trop d'entreprises? Parce que une entreprise qui veut prendre de l'expansion, il faut qu'elle aille chercher de la main-d'œuvre. Fait qu'elle va la voler des fois dans d'autres entreprises. Puis là, après ça, il y a une nouvelle entreprise qui va partir. Et là, elle a besoin de main-d'œuvre. Fait que là, tu vas me m'emmener. Tout le monde se chicane pour avoir de la main-d'œuvre parce que tout le monde aimerait ça avoir de l'expansion. Puis quelqu'un qui est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va finir par se partir en affaires, lui, de son bord. Il va se partir en affaires, il va engager du monde. Tu sais, c'est un peu utopique peut-être mon affaire, là, mais je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Là. Écoute, peut-être que... On en demande beaucoup des affaires. On en demande, on veut des pneus d'été, on veut des pneus d'hiver, on veut des skis, on veut de la bonne bouffe, puis on veut un 4 roues. Puis on le veut tout de suite. Puis on veut un pilote d'avion avec un avion qui va nous amener peut-être à Cuba une fois par année. On en veut des affaires, là, tu sais. Fait que, puis on veut se faire couper les cheveux de temps en temps, puis bref. Fait que, on a beaucoup de besoins. Et ça prend, c'est pas tout qui peut être automatisé, hein. Je veux dire, depuis un certain nombre de décennies dans le secteur agricole, il y a eu des avancées technologiques. En fait, c'est pas juste depuis un certain nombre de décennies, c'est depuis toujours. Fait qu'on est de plus en plus efficace, on produit davantage avec moins de main-d'œuvre, mais ça prend plus de capital, par exemple. Puis il y a plus il y a des outils technologiques absolument fantastiques. Donc, ces besoins-là de main-d'œuvre, répondent à nos besoins à nous. Puis on s'aperçoit que quand on manque de gens
pour répondre à tous ces besoins-là, ben ça fait la pression que l'on observe présentement. Je veux dire, c'est une réalité démographique. Hein. Je me rappelle, en 2012-13, je parlais avec mon collègue à la Coop fédérée, je disais, c'est quoi le titre qu'on donne à notre conférence pour cette année? C'est quoi l'enjeu fondamental qu'on parle, qui va toucher au monde pour les 10 prochaines années? Puis c'était l'enjeu démographique, le fait qu'il y ait moins de jeunes qui naissent pour remplacer des personnes un peu plus sages qui prennent leur retraite. Mais il va y avoir un trou, là. Il va y avoir un trou. Tu sais, la génération de nos parents sont à la retraite maintenant. Ils ont travaillé très fort pendant de nombreuses décennies. Ils profitent d'une retraite bien méritée, mais il y a moins de jeunes ados, de jeunes adultes qui entrent sur le marché du travail pour leur succéder. Fait que ben là, c'est là qu'on observe ces réalités-là. Parce que quand tu te prends, tu bord de l'autoroute, tu as tout le temps demandé une nouvelle shop qui rouvre, tu sais, tout le temps des nouvelles constructions. Fait que veux pas, ça prend tout le temps du monde là-dedans. On dirait que le besoin en main-d'œuvre il est beaucoup plus élevé que le monde qu'il y a présentement sur le marché du travail. Tu sais. Ah, manifestement, Christian. Puis tu sais, au cours des... j'ai 43 ans, moi, là. Puis de tout temps que j'entends des discours politiques, là, c'était... on a un projet qui va être générateur d'emploi, on va créer de l'emploi dans telle région. Aujourd'hui, le politicien qui dit qu'il va créer de l'emploi, c'est là qu'il fait peur au monde plus qu'il les encourage. Là, parce là, il n'a pas. Tu sais, comme tout fermer les commerces puis les restaurants, puis après ça, OK, on les rouvre. Fait que là, ils engagent du monde. Fait que là, hey, on a engagé 82 nouvelles personnes ce mois-ci. Et là, c'est... Mais tu sais, autant que la marotte, là, l'espèce de grand objectif, c'était la création d'emplois depuis tellement longtemps. Les deux marottes des prochaines années, c'est l'augmentation de la productivité, donc faire plus avec moins, automatiser, etc. Et le verdissement de l'économie. Je veux dire, on s'en va là. Les pressions que l'empreinte carbone va exercer sur nous, puis les taxes carbone, etc., ben, il va falloir produire mieux, produire plus vert. C'est vers ça. Fait que c'est des transitions fondamentales qu'on est en train de traverser. Ouais, c'est produire vert, mais je veux dire, au Québec, on n'est pas ici, on n'est pas le pays, la place le plus crottée, mettons, là. Il y en a qui ont pas mal plus de chemin à faire que nous autres, là. Je te dirais, on a une hydroélectricité qui est propre, tout à fait, puis ça change la donne beaucoup là, par rapport à bien des pays du monde où ils produisent leur hydroélectricité à partir de charbon et tout. Mais en revanche, écoute, je suis loin d'être spécialiste, mais quand j'entends Pierre-Olivier Pinault, le spécialiste des HEC, parler de cet enjeu-là, notre empreinte carbone per capita est quand même assez costaude et tout. Là. On en a des VUS, puis on fait du chemin avec nos pick-up, puis on dépense du pétrole, puis on consomme beaucoup. Ouais. Fait que chauffer aussi l'hiver. Il y a du chemin pour faire mieux, apparemment. Il faut chauffer aussi l'hiver. Il faut chauffer aussi l'hiver, absolument. Puis dans certaines régions du monde, effectivement, on va plus au sud un petit peu. Ils payent peut-être leur électricité plus cher que nous, mais ils en utilisent moins pour chauffer leur maison. Fait que, ouais, tout à fait. Il y a une réalité qui est tout à fait particulière ici. Puis on vit. Les distances sont grandes aussi ici, là, comparé à certaines régions d'Europe. Fait que, tu sais, toute comparaison est boiteuse. Je continue de croire, moi, qu'il y a de la place pour être un petit peu plus vert, pour s'améliorer. Puis, écoute, moi, j'ai mis mon nom sur une liste là, pour que mon prochain char, ce soit une voiture électrique. Écoute, la mienne, elle ne me durera pas pour toujours. J'ai 321 000 km dessus, mon cher. Mais j'y demande encore 14 mois parce que ça a l'air que c'est ça le temps que ça prend pour avoir un char électrique ou n'importe quel autre char de station. Non, tu sais, quand tu prends les pays plus pauvres, bon, c'est sûr qu'ils vont polluer moins, mais l'espérance de vie est pas mal plus basse qu'ici. Ici, le monde vit de plus en plus vieux, fait que veut pas. Faut tout le temps bâtir une nouvelle bâtisse qui a besoin de chauffage, qui a besoin de ci, qui a besoin de tout. Fait que, tu sais, on n'est pas parti pour ça. Faudrait quasiment que, bon, à 80 ans, bon, ben, Glo, dans le trou, fini. Tu sais.
Ouais, ça, c'est tes mots, c'est pas les miens. Je sais que c'est une boutade aussi, mais je comprends que ça. Mais tu sais, ça fait partie des défis qu'on a. L'espérance de vie augmente beaucoup. Puis effectivement, je veux dire, on travaille un certain nombre d'années, puis on veut beaucoup d'entre nous, on souhaite, je sais pas moi, à l'âge de 60, 65, 68, commencer à prendre ça un petit peu plus slow, puis éventuellement prendre une retraite, si ce n'est pas déjà fait, à ces âges-là. Acheter un Winnebago pour faire le tour de l'Amérique. Ça prend des revenus longtemps après. Acheter un Winnebago pour faire le tour de l'Amérique. Oui, c'est ça, Winnebago, oui. Oui, mais regarde, on est beaucoup à rêver à ça, tu sais, puis, tu sais, moi, je veux dire... ma terre à bois, là, Christian, j'ai acheté ça l'an passé avec un de mes chums de l'Estrie. Elle est à 2 heures de chez nous, tu sais. Puis, pour moi, c'est un havre de paix. J'adore aller là-bas, puis couper une coupe d'épinettes, puis les déplacer avec mon 4 roues, puis ci et ça. J'ai un plaisir fou à faire ça. Mais je sais très bien que, tu sais, à tout coup que je vais là-bas, je fais 200 km de voiture. Je pollue l'atmosphère aussi, là, tu sais. Mais d'un autre côté, je paye pour cette pollution-là parce que l'essence que je mets dans mon char, je paye des taxes qui vont dans le fond vert du gouvernement du Québec. Puis, cet argent-là sert à générer à faciliter des projets de technologie verte. Là, fait que je me console un peu là-dedans, mais tout à fait conscient que moi aussi, par mon comportement, comme nous tous, je contribue à l'empreinte carbone. Là, j'aurais une autre question. Avec l'inflation, est-ce un élément pour faire augmenter les taux ou, au contraire, il faudrait retenir les taux pour contenir une possible récession? Stéphane Marion, notre économiste en chef, il vous dirait là, que là, l'inflation est à 4, 5, 6 %. Elle est galopante depuis plusieurs mois pour un certain nombre de facteurs qu'on a parlé plus tôt, prix d'énergie, chaîne logistique embourbée, manque de main-d'œuvre, etc. Donc, les banques centrales vont hausser les taux pour calmer l'inflation, pour ralentir l'économie, pour éviter une surchauffe. Là, c'était le plan de marche. Les banques centrales s'enlignaient comme ça pour la prochaine année, même les 2 prochaines années. Là, il est arrivé de quoi de bien nouveau là, dans notre environnement. Je l'ai parlé un petit peu tantôt, moi je répète, je suis bien chaviré par ça. Mais au-delà de l'aspect déstabilisant, il y a un aspect économique fondamental. Là. La Russie, c'est une grosse station de gaz, là, puis c'est un gros puits de pétrole. Là. Puis là, il y a une partie de son pétrole qu'elle aura beaucoup de misère à commercialiser. L'Occident, en fait, l'Amérique du Nord ne l'achètera plus. Puis les Européens, on verra quelles décisions ils prendront. Mais ça reste qu'il y a une pression sur le marché du pétrole. Le prix du baril de pétrole, au moment où on se parle, il est à 105, 110 ce matin peut-être. Là. Et il pourrait devenir tellement élevé, si ça va encore pire, ça pourrait aller jusqu'à ralentir la croissance économique. Puis là, on arriverait à un phénomène économique qui s'appelle la stagflation. Donc, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais dans un contexte de ralentissement de croissance. Ça, c'est les grands mots d'économistes, la stagflation. Là, comment les banques centrales réagiraient, là, ça faudra le demander. Donc, c'est la réponse à la base, là, c'est qu'on va servir de la hausse des taux pour calmer l'inflation, mais si les choses deviennent à ce point graves avec le conflit que ça génère un ralentissement de croissance ou une récession, ben là, les banques centrales, il va falloir qu'ils repensent à leur stratégie. Puis, ce beau monde-là, qui est à Ottawa, à la Banque du Canada, ben là, ils réfléchissent à ça de ce temps-ci. Oui, ils devraient, ils n'ont pas bien le choix, là. Ils vont checker aussi ce que les Américains vont faire aussi de leur bord. Tout à fait. Absolument. Parce que là, c'est pas juste ici, là. C'est vraiment pogné partout, là. La chaîne est débarquée partout, là. Ah non, écoute, c'est-tu capoté, hein? T'as un gars ou un régime qui pète les plombs, qui s'en va semer le désordre par une agression brutale dans un pays
démocratique et libre, puis avec des conséquences pour tout le monde, là, tu sais. Puis, bon, nos pensées au peuple ukrainien. Je pense que tout le monde, unanimement, on honnie le régime russe, mais en même temps, on a une pensée pour certains Russes qui sont très inconfortables avec ce que leur gouvernement fait, mais qui n'ont pas le droit de le dire, qui sont muselés, ceux qui vont manifester, qui se font mettre en prison. Là, c'est très, très triste tout ça. Puis oui, ça a un impact sur tout le monde. Par le prix de l'énergie, par le prix des aliments dont on a parlé. Puis écoute, où tout ça va nous mener, j'espère juste que ça va s'arrêter le plus vite possible, mais garde, on ne sait pas. C'est sûr que les prix avaient déjà commencé à augmenter avant que ça arrive, là. Mais un des éléments, Christian, je trouve qu'on oublie toujours pour expliquer pourquoi les prix avaient augmenté, là, c'est la peste porcine africaine en Chine. Tu as des centaines de millions de cochons là, avant là, qui étaient élevés dans des arrière-cours. Ils mangeaient des restes de table. Ils sont morts de la peste porcine africaine. Je caricature un peu. Et là, ils sont élevés dans des grands élevages, des grands condominiums à cochons, puis ils mangent du maïs puis du tourteau de soya. La production d'aliments pour animaux, elle a explosé en Chine. Les importations de grains ont explosé. Ça a contribué, ça, à ce qu'on voit sur le marché des grains présentement, tu sais. Puis il y a de plus en plus de grains qui vont à la fabrication d'éthanol, puis des oléagineux qui vont à la fabrication de biocarburants. Fait que tout le monde en veut du grain, là. Fait que t'as raison, ça avait commencé avant que la mer Noire ne soit bloquée. C'est ça, parce que quand le prix du grain, il était comme normal. À un moment donné, il y a eu aux États-Unis un phénomène météo, le derecho, qui est arrivé en septembre, me semble. En tout cas, un gros coup de vent. Ensuite, tu sais, des silos harvesteurs qui étaient pliés comme des pailles, des plants de séchage complètement rasés par le vent, parce que les silos étaient vides, puis le blé d'Inde couchait à terre, puis beaucoup de scrap. Puis pas longtemps après, là, ça s'est mis à monter, peut-être un petit peu à cause de ça. La Chine s'est mis à acheter du maïs. Puis peu de temps avant, j'avais entendu dire que la Chine avait tellement de maïs qui était pour faire de l'éthanol avec, parce que là, ils ne savaient plus quoi faire avec le maïs. Puis finalement, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils se mettent à acheter du blé d'Inde. Ça, personne n'avait vu venir. C'est pour ça que le blé d'Inde s'est mis à monter pas mal aussi à ce moment-là. Puis là, moi, quand j'entends des informations sur les stocks de telle affaire en Chine, puis les stocks de grains, les stocks de maïs, puis le cheptel de porc. Essaye de croire ce qui arrive de la Chine. Je pense qu'ils ont 1,5 milliard de personnes, puis il y a peut-être 10 000 morts de la COVID. Là. Fait que on peut repasser. Là. On ne sait pas ce qui se passe en Chine. Et quand il y a de l'information sur le portrait agricole chinois, dont la source est le ministère chinois des Affaires rurales, ben Vincent est le premier à s'en méfier. Puis, mais lorsque les sources sont externes, ben là, je m'y fie un petit peu davantage. Tu sais. Fait que c'est quoi les réserves? C'est quoi les réserves en Chine? C'est quoi le cheptel reproducteur porcin en Chine? Ah ben écoute, là. On le verra, mais qu'on le voit. En fait, on le saura, mais qu'on le voit, là, parce qu'on ne peut pas se fier à ce qui sort de là. Non, c'est ça. C'est dur à dire. Là. La Chine, en tout cas, c'est pas les plus honnêtes, mettons. Là. Écoute, Vincent, moi, ça ferait pas mal le tour. Je sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter. Hey, on a eu une belle conversation. Moi, je vais conclure en te remerciant puis en te félicitant, Christian. Tu as de l'énergie à revendre là, ben, faire merci. ça. Puis tu es un super de bon ambassadeur pour l'agriculture québécoise. Félicitations pour ce que tu fais. Puis lâche pas, mon cher, lâche pas. Ben, un gros merci. Puis merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est toi qui m'en avais parlé. Fait que là, on a pris un petit rendez-vous pour faire ça. On a bouilli une fois à venir jusqu'à date, parce que là, on enregistre, on est le 13 mars. Puis là, après ça, on tombe dans les sucres, puis tu voulais avoir la paix dans le temps des sucres, fait que ça va être juste parfait. Ben, écoute, moi, je te souhaite des bons sucres, je te souhaite la chaleur que tu veux le jour, puis le fret que tu veux la nuit pour que ça coule. Ben oui, c'est ça que ça prend. Puis de l'eau sucrée, l'année passée, c'était pas sucré. Non, puis là, écoute, faut pas qu'on ait une saison de sirop comme l'année passée, là, parce que là, la réserve est à 30 millions de livres, ou à peu près, là. Fait que faites-nous du sirop en masse, là, puis on va
on va vous manger ça, nous autres. Moi, c'est mon gaz de bicycle en sirop d'érable. Je pars avec ma petite cruche de sirop d'érable en bicycle à pédale. Puis, ça me prend à peu près 100 ml au 100 km, Christian. C'est vrai, tu fais du vélo pas mal, toi. Ouais, l'hiver, je fais du ski de fond pas mal. Puis l'été, je fais du vélo pas mal. Là, peut-être un petit peu moins. Parce que je vais me promener sur ma terre à bois. J'ai autant de plaisir avec ma scie à chaîne qu'avec mon bicycle à pédale, mais j'arrêterai pas de faire du vélo quand même. Puis d'ailleurs, là, écoute, on part dans 1 mois à peu près. Ça fait 2 ans, comme tout le monde, après qu'on n'a pas voyagé. Là. Fait qu'avec la gang de bicycle, on s'en va en Virginie bientôt. Fait que c'est l'évasion totale. J'aime beaucoup faire du bicycle à pédale. Ah, good. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Quand j'ai eu un char, j'ai arrêté de faire du bicycle. C'est pas ce que tu manques. Non, c'est bien correct. Moi, les distances sont longues. Hein. Je me souviens une fois, j'avais planté le char de mes parents, fait que je m'étais retrouvé à pied. Puis ça, c'était un printemps, ça. C'était-tu un printemps? Il y avait-tu encore de la neige ou il n'y en avait plus? En tout cas, j'étais parti de chez nous. J'étais monté, mettons, pas loin de la coop à Bétufive. Ouais. Puis après ça, j'étais redescendu. Là, je passe en avant de mon rang. Ah, de la marche. Je continue. Fait que j'étais jusqu'à Saint-Zéphirin. Dans le village, il y avait un bar. Fait que j'étais allé au bar en vélo. on a ramené mon vélo sur un towing le soir. Correct, ça. C'est correct. Mais tu sais, on était de soir, mais j'avais quand même pris la peine de mettre un X dans le dos. Un X de construction, si on veut, là, pour avoir de quoi de... En tout cas, le dossard réfléchissait plus que le gars, c'est quand même pas pire. C'est bon, ça. Hey Vincent, un gros merci d'avoir participé au podcast. Puis écoute, le meilleur pour toi pour la Banque nationale. Puis si jamais tu changes de job, en tout cas, le meilleur des succès. Puis merci infiniment, Christian. Je te souhaite une belle saison des sucres, puis des bons semis, puis des bons semis à tout le monde. On souhaite une belle saison. Good, merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner au Patreon à 4$ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel. Et puis, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye!